la raison, sur la critique, sur la remise en question. Le mythe, dans ce sens, manque de fondement rationnel et rigoureux. Parce que ni le narrateur, celui qui narre le récit, ni l'auditeur ne sont en mesure de justifier l'authenticité ou la véracité des fables employées. C'est-à-dire que la réflexion philosophique n'accepte rien sans une justification, sans pour autant devoir reçu au préalable les raisons valables ou bien une justification plausible avant d'accepter. Cela veut dire, le mythe raconte sans donner de preuves. Or, l'activité philosophique, rien n'est accepté sans pour autant être justifié au préalable. Enfin, le mythe semble avoir résolu le problème de la vérité. Le mythe a déjà découvert la vérité. Dans le mythe, on ne cherche pas. À chaque fois qu'un problème est posé, on a un récit, on raconte un conte et le problème est réglé. Tandis que dans le domaine philosophique, la vérité n'est jamais acquise, elle n'est jamais trouvée, on la recherche de manière perpétuelle, on la recherche sans cesse, on la recherche toujours. Partant de cela, on peut dire que mythe et philosophie se distinguent, se différencient, ne sont pas à comparer. Qu'est-ce qui distingue philosophie et science? Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la philosophie? La philosophie est une réflexion subjective, est une réflexion personnelle, est une réflexion qui découle d'une personnalité. Qu'est-ce que la science? La science est un domaine de la connaissance qui se fonde sur l'objectivité, l'universalité, la rationalité et la vérification. Autrement dit, la science aboutit à des consensus parce que c'est une discipline objective. Il y a des lois qui ont été établies et qui peuvent conduire à un consensus, à un résultat accepté par toute la communauté scientifique. La vérité. La vérité dans le domaine de la... Je vais faire l'effort. La vérité dans le domaine de la science, les conclusions. Vous m'entendez au fond? Dans le domaine de la science, la vérité est acceptée, elle est ce qu'on appelle vérifiable. Si deux scientifiques ne tombent pas d'accord, ils peuvent dire recalculons, c'est-à-dire procédons à une vérification. Or, dans le domaine philosophique, c'est impossible. Deux scientifiques peuvent ne pas utiliser le même résultat, emprunter le même résultat, le même cheminement et aboutir au même résultat. Or, dans l'univers philosophique, c'est quasiment impossible. L'activité philosophique, ou bien dans le domaine de la philosophie, aucun penseur, même s'ils disent la même chose, la manière peut différencier. Vous ne voyez jamais deux philosophes dire la même chose de la même manière. Même s'ils disent la même chose, la manière va différer. Cela veut dire quoi? La science aboutit à un consensus, or, dans le domaine philosophique, il est quasiment impossible. Ce qui rythme la philosophie, ce qui détermine la philosophie, ce sont les contradictions, ce sont ce qu'on appelle le manque de consensus. C'est dans ce sens que Emmanuel Kant définit la philosophie comme un champ de bataille où il n'y a ni vainqueur ni vaincu, parce qu'il n'y a pas d'expérience pour trancher qui a raison et qui a tort. Donc, partant de cela, on peut dire que philosophie et science se distinguent, s'opposent. L'opposition la plus radicale réside dans la question qu'elle pose. La science pose la question du comment, qui mène à une explication objective des phénomènes naturels, tandis que la philosophie pose la question du pourquoi, qui renvoie à une explication
métaphysique ou bien une explication qui va au-delà du réel, une explication abstraite, une explication des réalités abstraites, nous mène dans le monde intelligible. Donc partant de cela aussi, comme nous l'avions dit en philosophie et mythe, philosophie et science semblent s'opposer, semblent se distinguer. Qu'est-ce qui distingue philosophie et religion? La philosophie, on le sait, c'est une réflexion critique, c'est une remise en question, c'est une discipline qui n'accepte pas la soumission aveugle, qui n'accepte pas le fanatisme, qui n'accepte pas l'idée selon laquelle notre vie a été programmée et tout ce qui nous arrive devrait nécessairement nous arriver, c'est-à-dire le fatalisme ou bien l'idée du destin. Tandis que dans le domaine de la religion, définissons d'abord la religion. La religion vient de deux étymologies latines, religare et le religere. Religare veut dire lié, associé, rattaché. Religere signifie en latin adorer, respecter ou bien vouer un culte. Dans toute religion, donc la religion est un ensemble de croyances qui visent à unir une communauté autour d'une même entité spirituelle ou bien surnaturelle. Il y a l'idée d'un Dieu dans chaque religion, excepté le bouddhisme qui est une religion sans Dieu. Donc dans toute religion, il y a ce qu'on appelle l'idée de Dieu, qui est au-dessus des hommes et qui a érigé un certain nombre de règles à travers des écritures saintes à respecter et à envoyer ce qu'on appelle des prophètes qui ont eu à enseigner le chemin qui mène vers le salut, vers le bonheur ou bien vers le salut, pour parler de manière plus simple. Donc dans la religion, il y a l'idée selon laquelle Dieu est au-dessus des hommes et les hommes doivent chercher à entretenir leur relation avec le Créateur, Dieu. Les hommes aussi doivent chercher à entretenir, à raffermir les liens entre les autres hommes avec qui ils partagent la même communauté de croyances. C'est ce qui oppose la philosophie avec la religion. Cette idée du destin, cette idée selon laquelle Dieu est responsable de tout ce qui arrive à l'homme, et tout ce qui arrive devrait nécessairement l'arriver. La religion, dans ce sens, est dogmatique. Un dogme, c'est quoi? La religion est dogmatique signifie que le dogme est un ensemble de croyances et de chartes, de règles auxquelles personne ne doit se soustraire. Quand Dieu parle, on doit se soumettre et ne pas chercher à analyser, à remettre en question avant d'accepter. C'est dans ce sens qu'on parle de la religion qui est sacrée. Ce qui est sacré, c'est quoi? Ça signifie le sacré. Ce qui est sacré, c'est ce qui est lié à la religion. Ce qui est sacré, c'est ce qui est lié à la religion. Vous êtes d'accord? Ce qui est sacré, c'est ce qu'on ne peut pas contester très bien, ce qu'on ne peut pas remettre en question, ce qu'on doit accepter sans chercher à très bien, sans savoir pourquoi. Oui, on doit le croire ou bien on doit le rejeter. C'est quelque chose qu'on doit accepter sans chercher à comprendre. Pourquoi? La religion nous donne des dogmes à accepter. Parce que dans la religion, ce n'est pas pareil à la philosophie. La religion conçoit l'esprit humain, selon Machien Toa, comme borné et limité. Et n'ayant donc besoin que des vérités essentielles qui lui soient révélées de façon surnaturelle et mystérieuse. Dans le domaine religieux, la raison
n'a pas un pouvoir absolu comme le pense Descartes. Parce que Descartes, c'est avec la raison qu'il a découvert son existence par le biais du cogito ergo sum, en voulant porter le doute à son point extrême. Il est arrivé à un certain niveau, qu'il ne pouvait pas douter qu'il doutait. Pour douter, c'est penser, et pour penser, il faut exister. Et il conclut, je pense, donc je suis. Très bien. Dans la religion, la raison humaine, elle est bornée. Nous ne devrions pas chercher à comprendre le tout. Nous ne devrions pas aussi poser n'importe quelle question. Il y a des questions qui sont bannies dans le domaine religieux et qui sont autorisées dans l'univers philosophique. Donc, dans la philosophie, tout est permis. Il n'y a pas de question tabou. Il n'y a pas de limite ni de borne à la raison. La raison a les capacités de tout connaître. Tandis que dans le domaine philosophique, exclusivement religieux, la raison elle est limitée, elle est bornée, n'a pas la capacité ou le pouvoir de tout connaître. C'est pourquoi la divinité lui a fixé des bornes, pour laisser la place, une fois arrivé à ces bornes, à la croyance. C'est pourquoi Emmanuel Kant lui-même dit que quand la raison arrive aux bornes qui lui sont fixées, il faut qu'elle laisse la place à la croyance. Dans le domaine philosophique, rien n'est accepté comme allant de soi, aucune vérité, même celles qui sont divines, ne sont acceptées sans être remises en question. C'est pourquoi le philosophe a longtemps été considéré comme un athée, comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, comme quelqu'un qui blasphème, qui remet en question la divinité des communautés qui sont considérées comme sacrées. Cela a toujours conduit à des rapports très difficiles entre le philosophe et la société dans laquelle il évolue. L'exemple de Socrate est une parfaite illustration qui, à travers son questionnement, sa remise en question, était considéré par la communauté grecque comme un danger public et qui a fini par être éliminé. Donc, partant de la définition du mythe, de la religion et de la science, il semble que philosophie et les autres formes de connaissance s'opposent, se distinguent. Mais cette opposition n'est pas radicale, elle est juste apparente, comme l'a dit mon cher collègue, parce qu'au-delà de cette opposition, de cette distinction, philosophie et les autres formes de connaissance semblent se rapprocher au point de se confondre. C'est dans ce sens qu'on parle des rapports de convergence et de complémentarité. La philosophie et le mythe se complètent parce que quand la philosophie est née au VIe siècle, la philosophie devait se débarrasser du mythe parce que le mythe n'avait pas de fondement rigoureux. Mais on retrouve le mythe dans les écrits de certains philosophes de l'Antiquité, en l'occurrence Platon, qui s'en servait pour rendre explicite sa doctrine. Je vous rappelle le mythe de la caverne que vous avez vu dans l'interrogation métaphysique. Qu'est-ce que le mythe fait en philosophie? Le mythe facilite le philosophe à expliquer ce qui n'était pas facile à comprendre dans l'univers philosophique. Avec le mythe, ça passe très facilement. Donc, dans ce sens, mythe et philosophie ne s'opposent pas, mais elles se complètent. La philosophie et la religion se complètent parce qu'au-delà de leur apparente divergence, philosophie et religion semblent se compléter parce que Dieu lui-même, dans les Écritures saintes, il soutient que mes écrits s'adressent aux êtres raisonnables et responsables. C'est-à-dire que même la religion demande une certaine rationalité pour percevoir le message divin. La religion aussi permet à la philosophie d'éviter le scepticisme, d'éviter l'athéisme. La philosophie permet à la religion
d'éviter le fanatisme. Donc, dans ce sens, philosophie et religion ne sont pas identiques parce qu'il y a une différence, mais ne sont pas diamétralement opposées parce qu'il y a une ressemblance. Elles sont complémentaires ou bien elles sont interdépendantes. Philosophie et science sont complémentaires également. Parce qu'au-delà de leur différence, au-delà de leur ressemblance, philosophie et science semblent se compléter. Parce que la philosophie sans la science, l'homme ne peut pas régler ses questions urgentes, l'homme ne peut pas régler ses besoins matériels, l'homme ne peut pas, ce qu'on appelle, améliorer ses conditions de vie. Parce que la science et la technique sont en quelque sorte les domaines qui permettent à l'homme d'améliorer considérablement ses conditions d'existence par le biais de la technique. Donc, dans ce sens, la science permet à l'homme de satisfaire ses besoins matériels et la philosophie permet à l'homme de satisfaire ses besoins liés à la connaissance, parce que la science a limité son domaine. Il y a des questions que la science ne résout pas, elle les exclut. Et ces questions tarautent ou préoccupent la conscience humaine, et c'est dans la philosophie, particulièrement dans le domaine métaphysique, que la philosophie les prend en charge pour mettre fin à la curiosité de l'homme. Donc l'homme, pour avoir une vie heureuse, a besoin de l'association, l'alliance de la science et de la philosophie. La science qui règle les besoins matériels, la philosophie qui règle les besoins liés à la connaissance, liés au domaine métaphysique. En un mot, ou bien en définitive, philosophie, science, philosophie, mythe, philosophie et religion ne sont pas identiques, ne sont pas diamétralement opposés, ils sont complémentaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, tiré en longueur sur le domaine de la définition, sur l'axe de la définition de la philosophie. Ce qu'il faut retenir ici, tout simplement, ce qu'il faut retenir sur ce premier axe, c'est que l'objectif c'était de définir la philosophie, de dire ce qu'elle est, de donner sa nature. Donc, quoi qu'il en soit, vous devez retenir ces définitions-là. La philosophie comme recherche du savoir, philosophie comme tension vers la connaissance, philosophie comme quête de la sagesse, ou philosophie comme possession du savoir, comme le dit Aristote, la philosophie comme réflexion critique et personnelle sur l'ensemble de la réalité. Donc, d'après toutes ces définitions, qu'est-ce que nous remarquons? Que la philosophie est toujours animée par cette sagesse, par la connaissance, par la vérité, la réalité. Donc le philosophe, c'est celui qui cherche à savoir, qui veut savoir, qui est intéressé par la connaissance. Maintenant, les conceptions diffèrent selon les philosophes. Alors, à ce point, on a eu à comparer la philosophie et les autres modes du savoir. On a montré leur convergence. Avant tout que philosophie et science, philosophie et religion, philosophie et philosophie opinion sont toutes, ou bien disons tous, sont tous des modes de connaissance, sont tous des moyens par lesquels l'homme accède au savoir ou cherche à accéder au savoir. Donc tous ces moyens de connaissance aident l'homme à combattre l'ignorance, aident l'homme à accéder à la vérité, aide l'homme à sortir de l'obscurité, de l'obscurantisme et à accéder à la connaissance, à la vérité. Donc, dans ce cas, même si tous ces modes de savoir ont un seul objectif, ils se différencient selon quoi? Selon leur méthode, selon leur démarche. La philosophie qui est essentiellement rationnelle, critique, personnelle, sacrilège et théorique se différencie à la fois du mythe, de l'opinion, de la religion, en ce sens que ces trois-là sont généralement tous en même temps dogmatiques, sont collectifs, sont populaires, sont sacrés, sont irréfléchis. Alors,
après avoir rappelé l'essentiel du domaine, sur le domaine 1, sur l'axe de définition, je me permettrai, avant de parler de la leçon de l'axe 2 de la nécessité, c'est-à-dire la leçon sur les enjeux, je vais me permettre d'aborder un point qui est essentiel pour les élèves. Au début, mon collègue a parlé d'un fait, c'est une réalité. Au baccalauréat, parfois il arrive que le prof a un lot de copies et rares sont ceux qui ont la moyenne. Beaucoup se retrouvent avec des 5, des 6. Alors, moi je dirais qu'il y a une méthode, une façon d'éviter cela. D'éviter ce que l'on appelle la note éliminatoire. La note éliminatoire, c'est la note qui est en dessous de 5, 4, 3, 2 ou 5. C'est une note éliminatoire. Qu'est-ce qui vous permet d'éviter cela de façon efficace? C'est tout simplement la méthodologie. La méthodologie, vous réussissez votre introduction, presque vous avez la moyenne. Vous réussissez votre introduction, écoutez-moi bien. Vous réussissez votre introduction, vous avez presque la moyenne. Et vous ratez votre méthodologie, quoi que vous direz, vous n'allez pas avoir la moyenne. C'est aussi simple que ça. Alors, comment réussir maintenant son introduction et sa méthodologie pour assurer au moins 8 ou 7? Si vous non, ce n'est pas, ça vous fait rire. Mais 8 ou 7, si je dis pour assurer au moins 8 ou 7, l'élève peut voir le sujet et ne pas avoir d'argument pour le sujet. Malheureusement, il traite un sujet auquel il n'a pas d'argument, mais il parvient à avoir 8. Un sujet où vous n'avez pas d'argument, comme le dit l'élève, et je le dis souvent, les élèves se mettent à rire. Les élèves, pendant l'évaluation, disent même argument, même citation. Ou bien vous le dites. Oui, même argument, même citation. Et je dis à l'élève, s'il te plaît, tel l'autre argument ou tel l'autre citation. Alors, si vous êtes face à un sujet où vous êtes obligé de demander un argument ou une citation, mais vous pouvez au moins avoir 8 ou 9 ou 7 avec ce sujet. Comment faire? Alors, il faut d'abord savoir quelles sont les différentes parties de la méthodologie. Il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Et les parties sont intrinsèquement liées. Il y a une liaison intime entre les différentes parties. Alors, l'introduction permet la réussite du développement. Le développement permet la réussite de quoi? De la conclusion. Autrement dit, la conclusion dépend du développement, tout comme le développement dépend de l'introduction. Et l'introduction dépend d'un travail minutieux que vous allez effectuer. Alors, je vous donne une méthode très simple. Je dirais très simple. Et vous allez en juger si c'est simple. Si vous avez un sujet, identifiez d'abord les différentes parties de votre travail. Introduction, développement et conclusion. L'introduction vous permet d'avoir au moins 7. 6, 7. Même si vous n'avez rien à dire ou bien vous avez un peu de choses à dire. L'introduction peut vous permettre d'avoir 6 ou 7. Vous évitez la note éliminatoire. Alors, c'est comment faire? Quelles sont les différentes parties de l'introduction? C'est l'entrée en matière. C'est la position du sujet. C'est la problématisation. C'est l'annonce du plan. Grial, chaque sujet que vous avez, au moins ces 4 parties doivent figurer. L'entrée en matière que vous appelez souvent amener le sujet. Est-ce que vous suivez? Ensuite, la position du sujet, là où vous allez reprendre les termes du sujet, après reformuler et dire autrement dit. Après, vous dites que le sujet soulève le problème. Vous posez la question ou bien la problématique du sujet. Ensuite, vous dites pour régler ce problème, nous allons procéder ainsi. Premièrement, nous montrons cela. Deuxièmement, troisièmement, ou bien vous le faites sous forme de questions. Maintenant, comment réussir cela? Si vous avez un sujet, généralement, vous avez 2 types de sujets. Sujet interrogatif ou sujet affirmatif. Alors, quand on pose le sujet, par exemple, quand on dit
Philosopher comme le sujet du baccalauréat de l'année dernière. Philosopher est cesser d'obéir. C'est une question, c'est une interrogation. Maintenant, pour éviter le hors-sujet, d'abord, qu'est-ce que vous devez faire? Avant de faire quoi que ce soit, dégager la thèse du sujet. Dégagez la thèse du sujet, c'est-à-dire l'idée avancée par le sujet. Là, vous êtes sûr que vous êtes dans le sujet. Alors, c'est une question. Comment trouver la thèse? C'est une question, interrogation. Je vous en supplie, de façon simple, enlevez l'interrogation. Philosopher et cesser d'obéir. Quand vous enlevez l'interrogation, vous allez avoir une affirmation. L'affirmation devient quoi? Philosopher, c'est cesser d'obéir. Vous avez votre thèse du sujet. Vous avez votre thèse. Est-ce que vous suivez? La thèse, avant de faire quoi que ce soit, vous l'avez dégagée. Philosopher et cesser d'obéir. Vous enlevez l'interrogation, ça devient philosopher et cesser d'obéir. Vous avez un sujet. La philosophie n'est-elle qu'une simple remise en question? Vous enlevez l'interrogation, ça devient quoi? La philosophie n'est qu'une simple remise en question. Vous avez l'idée que vous devez répondre au niveau de la thèse. C'est compliqué. Maintenant, si vous avez la thèse, ça devient plus facile. Plus facile. Vous avez l'affirmation, une réponse. Mais si vous avez la réponse, est-ce que c'est difficile d'identifier ou de supposer la question? Par exemple, M. Diouf parle à un moment, il dépose le micro et dit « Allô, non, je suis à la mairie. » Alors, j'ai donné une réponse. Quelle est la question qui a été posée et que vous n'avez pas entendu, à laquelle j'ai répondu? Où vous êtes où vous êtes? Et j'ai répondu. Quand je dis philosopher, c'est cesser d'obéir, c'est une réponse. Quelle est la question qui est en bas que vous n'avez pas entendue et qu'on vous a demandé de soulever et de montrer? C'est qu'est-ce que la philo ou qu'est-ce que philo? Le sujet répond philosopher, c'est cesser d'obéir. Vous avez votre problématique. Est-ce que c'est compliqué de problématiser? Là, le sujet vous dit la philosophie n'est-elle qu'une simple remise en question? Vous enlevez l'interrogation, ça devient philosophie n'est qu'une. La philosophie n'est qu'une simple remise en question. Alors là, supposez la question qui a été posée pour que l'auteur réponde dans cette affirmation. C'est quoi? Qu'est-ce que la philosophie? C'est comme ça que vous identifiez la problématique. Est-ce que c'est compliqué? Vous avez la thèse, vous avez la problématique. Déjà, vous avez réglé deux problèmes. Et le problème le plus principal, c'est la problématique. Vous avez réglé cela. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste l'antithèse, la deuxième partie, la phase critique. Comment identifier cela? Revenez au niveau de la problématique. Posez la question, qu'est-ce que philosopher? Ou qu'est-ce que la philosophie? Vous avez posé la question. Comme ce sujet-là, la philosophie n'est qu'une simple remise en question. Vous enlevez l'interrogation, ça devient la philosophie est une simple remise en question. Donc vous avez dit, la problématique c'est qu'est-ce que philosopher? Maintenant, la problématique est là. Qu'est-ce que la philosophie? L'auteur a donné une réponse, c'est-à-dire le sujet a donné une réponse. Est-ce que c'est la seule réponse que nous pouvons avoir à la question qu'est-ce que la philosophie? Est-ce qu'elle est tout simplement une remise en question? Maintenant, allez dans vos cahiers de leçons, cherchez une réponse logique à cette problématique différente de celle donnée par le sujet. Là, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, ouvrez vos cahiers de leçons. Le jour du bac, ouvrez vos cahiers de leçons devant vous. Mais comment vous l'ouvrez? Les Jola et les Peuls, comment ouvrir votre cahier de leçons? Il se trouve qu'il est là dans l'esprit, vous l'ouvrez dans votre tête. Et maintenant, vous feuilletez votre cahier. Vous tournez les pages, vous passez les pages, jusqu'à trouver une autre réponse différente qui est logique, vous l'écrivez. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, n'est-ce pas, on a défini la philosophie comme une simple remise en question, une interrogation. Quelle est l'autre définition que nous avons donnée de la philosophie ici, qui peut être une réponse à la question? Elle est très bien, au niveau de l'antithèse, vous pouvez dire, la philosophie peut aussi être une recherche du savoir, recherche de la connaissance. Elle peut aussi être quoi? Une possession de la vérité, comme le dit Aristote. Donc vous avez votre thèse, vous avez votre problématique, vous avez votre antithèse. Qu'est-ce qui reste? Il vous reste à voir le sujet que vous avez, à le reformuler, à le dire autre, et chercher maintenant l'entrée en matière, ce que vous appelez souvent amener le sujet. Alors maintenant, pour amener le sujet, il faut éviter une chose. Si vous amenez une chose,
Cela veut dire que vous allez prendre cela et vous revenez avec. Mais si le sujet maintenant que vous devez amener, vous devez préparer votre entrée en matière pour poser le sujet prend la route de Diaobé et que l'élève emprunte la route de Sédhiou. Il va jusqu'à la sortie, là-bas vers, je ne sais pas, quelle ville encore, peut-être Sarekemo, et que le sujet se trouve déjà à Ouza, à Dabo, et que l'élève se mette à Sarekemo là-bas pour dire c'est dans cette logique, c'est dans ce sens. Est-ce que vous êtes dans le même sens du sujet? Si le sujet emprunte la route de Diaobé, et pour pouvoir dire c'est dans ce sens, suivez le sujet jusqu'à la sortie. Vous voyez le sujet, vous prenez le sujet, vous dites c'est dans ce sens, maintenant je le pose, je fais. Cela veut dire si le sujet définit la philosophie comme réflexion critique, dans votre entrée en matière, vous êtes obligé de montrer le caractère critique de la philosophie. Si la thèse que vous avez identifiée dans le sujet, c'est une philosophie comme amour ou recherche, c'est-à-dire vous devez montrer donc cet aspect de quoi? De tension, de désir du savoir pour pouvoir dire c'est dans ce sens. Est-ce que c'est compliqué pour introduire? Vous le faites facilement, vous avez 8 ou bien 7. Il vous reste combien? Vous n'avez même pas commencé le développement ni la conclusion, vous avez déjà 7 ou 8. Il vous manque combien pour avoir 10? Est-ce que c'est compliqué? Même si maintenant vous n'avez pas beaucoup d'arguments, vous pouvez dire je suis moi mon argument. Alors, je parle de une citation, tu as un argument, une citation, tu colles et le prof te donne 2, tu as 10. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Donc, ça c'est essentiellement important pour les élèves de régler le problème de la méthode, le problème de la méthodologie. Régler le problème de la méthodologie et adopter cela. J'aurais aimé qu'il y ait un petit tableau ici. J'allais vous faire cette démonstration-là avec 2 ou 3 sujets. Demandera. Allez chercher cela dans vos cahiers de leçons. Allez dans vos cours, les explications de vos professeurs. Allez chercher cela au niveau des textes qu'on vous a remis, c'est-à-dire vos lectures. Tout ce qu'on vous demande se trouve là-bas. On ne vous demande pas d'inventer. Et aussi, ayez confiance en vos professeurs. On ne vous donnera jamais ce que vous n'avez jamais vu en classe. Non, au bac, vous aurez toujours, surtout en philo, un sujet, un texte que vous avez étudié. Maintenant, il faut être sérieux pour savoir que ce sujet-là, je peux le faire sans pour autant qu'il revienne avec les mêmes mots textuellement. Donc, un Diola va dire, un sujet où on parle d'entrave, on parle maintenant d'obstacle, il dit non, on avait parlé d'entrave, ce n'est pas le même sujet par exemple. Il faut être un peu intelligent et prendre son temps pour comprendre ce qui est dit. Et prenez votre temps. Si vous le faites, je vous assure, au bac, c'est très facile que vous en sortez. Et généralement, vous avez des sujets plus simples que les sujets qu'on vous donne. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Oui. À partir de maintenant, même si vous prenez une semaine pour tous les sujets que vous avez, essayez de faire cette pratique. Une semaine, vous avez la main. Ça devient très facile. Faites-le entre élèves, entre camarades, ou bien seul, montrez ça à un autre professeur, il va voir. Alors si vous le faites 1, 2, 3 fois, c'est fini, vous avez la main. Et là, la thèse, la problématique, l'antithèse ne vous pose pas de problème. Il reste que l'entrée en matière, allez dans le sens du sujet. Très bien. Il semble, oui, que votre camarade a une question. Vas-y. Vous avez dit d'ici une semaine pour avoir la même mise. Et si on doit faire ça après-demain? Si vous devez faire ça après-demain. Alors, une fois que vous serez à la maison aujourd'hui ou bien dès demain, au moins prenez sur chaque domaine, domaine 1, prenez 4 sujets, domaine 2, 4 sujets, domaine 3, domaine 4, chaque domaine 4 sujets. Essayez de prendre 4 sujets par domaine et faites-le. Vous allez voir que vous allez vous-même comprendre. C'est bon de vous dire c'est comme ça que ça se passe, mais à force de le faire, ça devient évident. C'est comme on le dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Un forgeron qui ne forge pas, il perd la main, il ne va plus forger. Je vais commencer mon intervention par relever le problème auquel les candidats sont confrontés au bac. Vous savez, les candidats ne sont pas simples. C'est ce qui les pousse à faire un hors-sujet. Quand vous voulez décrocher une bonne note, il faut
être simple. En 9 mois de philosophie, vous ne pouvez pas devenir des experts. 7 mois, 6 mois de philosophie. Même si vous reprenez la classe, on considère que vous n'avez pas fait plus de 7 mois de philosophie. Et en vous corrigeant, on prend en compte un certain nombre de paramètres. Parmi lesquels la maîtrise de la méthodologie. Beaucoup d'entre les élèves font la dissertation sans se poser la question qu'est-ce que disserter? Qu'est-ce que commenter? Parce que ce sont des activités qui demandent une maîtrise de la méthodologie des lois qui sont considérées comme des piliers à respecter fondamentalement. Comme le prof l'a très bien dit, devant un sujet de dissertation, il y a des précautions à prendre. Il y a une distance qu'il faut analyser. Il faut prendre du recul et faire valoir ses compétences en français. Analyser le sujet. Ne pas croire comprendre un sujet, mais il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut bien analyser le sujet. Il l'a dit tout à l'heure, mon collègue, il faut être patient pour comprendre un sujet. La compréhension demande de la patience, demande du temps. Mais quand on vous distribue les épreuves, le premier constat que j'ai fait, c'est qu'en moins de 5 minutes, les élèves ont commencé à écrire. Et devant un sujet, on ne doit pas écrire avant 20 minutes au moins. Le temps de lire tous les sujets, le temps de chercher le sujet le plus facile. Qu'est-ce qu'un sujet le plus facile? C'est un sujet dans lequel on est à l'aise. On a suffisamment d'arguments pour soutenir une première partie et une deuxième partie. Je n'ai pas dit thèse et antithèse, synthèse, parce que tous les sujets ne font pas appel à thèse, antithèse, synthèse. Il y a des sujets au plan dialectique, certes, mais il y a des sujets de citation, il y a des sujets de comparaison. Donc le candidat doit analyser les notions clés du sujet et en analysant, comme le prof l'a bien dit, un mot n'a de sens que dans son contexte. Il est interdit de prendre le sens du mot qu'on a l'habitude de voir. Un mot peut changer de sens à tout moment, parce que si vous ouvrez le dictionnaire, un mot peut avoir jusqu'à 12 significations. C'est à vous de savoir le contexte dans lequel le mot est utilisé pour mieux appréhender ce qu'on appelle le sujet. Dans un sujet de dissertation, même la virgule doit être analysée. Je ne dis pas les notions clés. Toutes les notions du sujet doivent être analysées. La ponctuation aussi doit être analysée. Et beaucoup d'élèves ne savent pas la différence entre point et point-virgule. Virgule. Il y a une différence. Donc il faut analyser. Après, vous cherchez à reformuler le sujet, dire autrement sans modifier le sens. Vous cherchez la problématique comme il l'a très bien défini. La problématique est la question à laquelle le sujet tente d'apporter une solution. Et après, vous cherchez le type de plan. Ce travail, c'est ce qu'on appelle le travail préliminaire, le travail préalable ou bien le travail de brouillon, qui est nécessaire et indispensable, un travail sans lequel le candidat est exposé à un hors-sujet. Si ce travail n'est pas fait, si ce travail a été mal fait, si vous avez brûlé cette étape, ça va impacter sur la compréhension du sujet et vous avez ouvert la porte du hors-sujet, il ne reste qu'à y entrer. Donc il faut être très attentif. Le développement aussi c'est pareil. Vous avez introduit, amené le sujet, reformuler le sujet, dégager la problématique, annoncer le plan. Amener le sujet peut se faire de 3 manières. On peut amener un sujet par une citation, on peut amener un sujet par une définition, on peut amener un sujet par un constat. Pas les 3 à la fois, mais une parmi les 3. Il y a des élèves au bac, ils amènent 3 fois le sujet, croyant faire une bonne dissertation. Et dès qu'on commence, ils nous bombardent de citations, surtout avec les citations. Il y a des élèves qui citent comme ils veulent. Or, la citation ne peut pas remplacer l'argument,
l'argument. Il faut d'abord argumenter avant de citer, avant d'illustrer. Mais en aucun cas, l'illustration, l'exemple ne peut pas remplacer l'argument. Quand vous dites quelque chose, il faut la justifier avant de donner un exemple. C'est ce qu'on appelle une argumentation rigoureuse. Dans la dissertation aussi, il est capital, il est essentiel, il est non négligeable que le travail soit fait en faisant un bon usage des correcteurs logiques. Ce sont ces correcteurs logiques qui vont montrer votre dynamique, que vous progressez dans l'argumentation. Il y a des élèves qui n'utilisent pas de correcteur logique, il y a des élèves qui ne savent même pas que entre la première et la deuxième partie, il y a une phrase de transition. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, idée, argument, illustration, correcteur, idée, argument, illustration, phrase de transition, deuxième partie. Idée, argument, illustration, correcteur, idée, argument, illustration, conclusion. Et en amenant le sujet, j'ai oublié, il y a des élèves qui ne sont pas simples. Depuis que le monde est monde, depuis l'apparition de l'homme sur Terre, si vous le faites, ça énerve le correcteur. Et il faut tout faire pour ne pas énerver un correcteur le jour du bac. Parce que disserter comme commenter, c'est d'abord séduire. C'est un travail de séduction. Il faut dès les premières lignes se donner une bonne impression. Il faut donner au correcteur une bonne impression, lui faire comprendre que je ne suis pas n'importe qui. Et dès les premières lignes, il a ce qu'on appelle une note dans sa tête. Cet élève-là mérite du respect, cet élève mérite la moyenne, du début à la fin, et en lisant votre conclusion, la note positive va s'en suivre. Conclusion. Le prof l'a très bien dit. L'introduction est notée sur 7. Le développement sur 8, la conclusion sur 5. La plupart des élèves bâclent les conclusions. Conclusion bâclée. Conclusion bâclée veut dire conclusion faite à la va-vite ou bien par précipitation. La conclusion, c'est comme l'introduction. Ça obéit à des normes qu'il faut scrupuleusement respecter. Il faut faire le bilan du travail, qu'on appelle le résultat de l'enquête. Il faut donner un point de vue à la problématique. Mais ce point de vue n'est pas donné n'importe comment. Ça doit être équilibré. Ça doit être au milieu entre les deux parties. Et vous faites l'ouverture de perspective si possible. Elle est facultative. Vous pouvez faire, vous pouvez ne pas faire. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai pas fait le jour du bac. Donc l'ouverture de perspective, elle est facultative. Ce qui est essentiel, c'est de bien faire le bilan et de bien ce qu'on appelle donner un point de vue. Donc c'est ça qu'on appelle disserter. Il y a des préalables, il y a la réalisation de l'épreuve. Qu'est-ce que commenter? Le commentaire, comme la dissertation, est une activité de réflexion qui vise à mettre en évidence nos capacités à réfléchir sur un texte, à l'analyser, à l'expliquer, pour ensuite la discuter. Donc le commentaire, à la différence de la dissertation, s'applique sur un texte qui constitue un prétexte à la réflexion. Commenter un texte nécessite un travail préalable, parce que c'est une activité. Et toute activité nécessite, oui, un préliminaire. C'est comme si vous faites EPS, éducation physique, vous devez faire un devoir, ou bien vous devez jouer un match. Avant le match, vous devez vous échauffer, vous devez étirer les muscles pour les réveiller. Dans le commentaire comme dans la dissertation, excusez-moi, c'est pareil, ce sont des activités. Donc on ne doit pas s'y adonner sans pour autant faire des préliminaires. Le travail de brouillon ou bien le travail d'analyse. Le commentaire s'applique sur un texte. On doit lire le texte, mais on ne doit pas lire le texte n'importe comment. On doit lire le texte avec attention et en soulignant les mots-clés. Qu'est-ce qu'un mot-clé? C'est un mot qui revient la plupart du temps plusieurs fois dans le sujet. Ça peut être le même mot, des fois ça peut être son synonyme. Mais quand un élève ne sait pas ce qu'est un synonyme, ça aussi c'est un autre problème. Deux mots sont synonymes lorsqu'ils signifient la même chose, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière.
texte. L'auteur a des intentions. Comprendre un texte, ce n'est pas comprendre le texte tel qu'il a été formulé, mais c'est comprendre ce à quoi on fait allusion. C'est comprendre les intentions de l'auteur, et les intentions sont cachées. C'est comprendre le présupposé de certains mots, ce à quoi il renvoie. C'est comprendre ce qui est implicite, ce qui est caché, ce qui est sous-entendu dans le texte. Comprendre un texte, autrement dit, ce n'est pas comprendre ce que l'auteur dit uniquement, mais c'est comprendre à la fois ce que l'auteur dit à travers les mots et ce qu'il veut dire à travers aussi les mots. Dans le texte, il y a des allusions, il y a des sous-entendus, il y a des phrases inachevées, il y a des idées implicites. Et c'est dans l'analyse qu'on doit répertorier, qu'on doit repérer tous ces sous-entendus, ces idées implicites et ces phrases inachevées, pour les textes expliquer. Commenter, donc, nécessite un préalable, nécessite une analyse, nécessite une phase préliminaire qui est indispensable, comme la dissertation, pour éviter le hors-texte ou bien le hors-sujet. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui choisissent le commentaire, et à la place du commentaire, ils font une dissertation. Ils prennent l'idée générale du texte, ils en font un développement. Ça, ce n'est pas commenter, c'est disserter à la place du commentaire. Après le travail préalable, qui consiste à lire, relire, à chercher le thème. Le thème, c'est l'idée générale du texte. Après le thème, il faut chercher la problématique. La problématique, c'est la question à laquelle l'auteur tente d'apporter une réponse dans son texte. Parce que le texte est un début de réponse. Le texte est un début de réponse. L'auteur ne parle pas parce qu'il faut parler, il parle parce qu'il a une préoccupation, il parle parce qu'il donne son point de vue par rapport à une problématique philosophique bien définie. Et généralement, ce problème n'est pas explicite dans le texte. Il est implicite, il est caché. C'est au candidat de lire, de relire, de comprendre, pour deviner cette problématique qui se trouve en dehors du texte. Après avoir cherché la problématique, il faut chercher la thèse. La thèse de l'auteur est dans le texte. Mais si vous trouvez la thèse dans le texte, il faut la reformuler. La thèse, c'est la réponse de l'auteur par rapport à la problématique. C'est le point de vue de l'auteur par rapport à la problématique. L'auteur défend la thèse selon laquelle, après, vous donnez ce qu'on appelle le point de vue de l'auteur par rapport à la problématique philosophique. Après la thèse de l'auteur, il faut chercher le plan. Le plan, ce sont les idées maîtresses. Les idées maîtresses. En lisant le texte, il faut détecter les correcteurs logiques. Il faut scinder le texte en parties et donner à chaque partie un titre. Ce sont ces titres qui vont constituer les idées maîtresses. Vous divisez le texte et en divisant le texte, ce qui vous facilite la division, ce sont les correcteurs logiques. Quand vous allez dans un texte d'abord, ensuite, enfin, vous devez savoir que c'est trois idées. Quand vous avez en premier temps, en deuxième temps, vous devez savoir que c'est deux idées. Après avoir scindé le texte, donné à chaque partie un titre, ce sont ces titres qui vont constituer les idées maîtresses. En expliquant le texte, on n'explique pas les phrases du texte, mais on explique ces idées maîtresses. Après l'explication, on doit procéder à la discussion. Discuter un texte, ce n'est pas remettre en question ou bien détruire ce qu'on a construit, mais c'est renforcer la tête de l'auteur, c'est montrer dans quelle mesure ce que dit l'auteur, peut-être renforcer, peut-être améliorer, ou bien le point de vue de l'auteur, quelles sont les limites de la thèse de l'auteur. Donc la discussion n'est pas une destruction de l'explication, c'est une amélioration, c'est un renforcement de la thèse de l'auteur. N'est-ce pas? Donc le plan d'un commentaire comprend deux parties. Petit A, il faut dégager les idées maîtresses. Petit B, il faut annoncer la discussion. Il y a certains élèves qui vous diront, après avoir bien expliqué le texte, nous allons procéder à une discussion. Il y a d'autres qui vont utiliser un correcteur main pour déclencher une interrogation qui sera une nuance, une remise en question de la thèse de l'auteur. Dans la discussion, on ne discute pas les idées maîtresses, on discute la thèse de l'auteur. N'est-ce pas? Donc ce travail préalable, une fois fait, vous devez commencer à faire l'introduction.
L'introduction comprend 4 parties: thème, problématique, thèse, plan. Plan comprend 2 parties: l'annonce des idées maîtresses et l'annonce de la discussion. Après, on sort une ligne, on explique, et après, on discute. Expliquer, c'est quoi? Expliquer un texte, c'est quoi? Expliquer, ce n'est pas faire une paraphrase. Expliquer, ce n'est pas reformuler. Expliquer, c'est déplier ce qui a été plié, c'est rendre achevé ce qui était inachevé, c'est rendre explicite ce qui était implicite, c'est rendre clair ce qui était caché. On n'explique pas tout le texte, parce que tout le texte ne mérite pas une explication. On n'explique que les zones d'ombre, c'est-à-dire les parties obscures du texte ou bien les idées maîtresses. Après l'explication des idées maîtresses, parce que là aussi, il y a une exigence de fidélité. Il faut être fidèle. Il n'est pas permis à un candidat de commencer par une deuxième idée et de terminer par la première idée. Le commentaire est linéaire. Un commentaire est linéaire veut dire qu'il faut veiller à la cohérence, à l'ordre des idées développées dans le texte. Il faut commencer par la première idée et terminer par la dernière idée. Donc il doit y avoir une exigence de fidélité entre l'annonce du plan et le développement. La première phrase du développement doit prendre en charge la première idée maîtresse. Après avoir bien expliqué les idées maîtresses, en prenant les exemples dans le texte, parce que des fois, pourquoi on vous interdit de prendre des exemples en dehors du texte? Parce que des fois, vous pouvez faire appel à un exemple qui ne correspond pas à ce que vous avez expliqué. Et là, vous installez une certaine incohérence. Donc, l'idéal, c'était, ou bien ce qui est plus facile, c'est quand vous expliquez un texte, de prendre les exemples dans le texte en les mettant entre guillemets. Après avoir bien expliqué le texte, en prenant les exemples dans le texte, vous faites une phrase de transition pour aborder la discussion. Qu'est-ce que discuter? On ne discute pas les idées maîtresses. On discute la thèse de l'auteur. Discuter, c'est nuancer la thèse de l'auteur, montrer jusqu'où la thèse de l'auteur est valable. Quelles sont les limites de la thèse de l'auteur? Quelles sont les faiblesses de la thèse de l'auteur et essayer de la renforcer. Donc là, ce qui est interdit, c'est de dire que l'auteur ment. Il y a des élèves qui ne savent pas modérer le langage. L'auteur ment, l'auteur est un imbécile, je l'ai une fois vu. Sans dire que l'auteur est un con, vous qui dites que l'auteur est un con, je pense que vous êtes plus con que l'auteur. On peut dire à quelqu'un, tu as tort de façon très civilisée. L'auteur semble se tromper, ou bien l'auteur semble ne pas comprendre la problématique. En tout cas, il faut tout faire pour éviter d'utiliser de gros mots. Il faut éviter aussi de prendre parti. Il faut éviter que votre position se reflète dans ce qu'on appelle le devoir. Parce qu'il y a des élèves qui expliquent bien le texte, mais dans la discussion, ils ont tous les problèmes. Il y a des élèves qui n'expliquent pas bien, et dans la discussion, ils discutent bien le texte. Et le commentaire comme la dissertation, c'est un développement équilibré. Ça ne doit pas être un géant au pied d'argile. Il y a des élèves qui mettent le focus sur l'explication, et dans le développement, dans la discussion, il n'y a rien. Dans la conclusion aussi, ce n'est pas très bien fait. Or, il faut tout faire pour que la discussion et l'explication soient équilibrées. Il faut tout faire pour bien terminer. Parce que même si vous avez mal commencé, si vous avez bien terminé, le correcteur peut oublier vos erreurs en premier temps. C'est pourquoi la discussion, en dissertation comme en commentaire, ne sont pas à négliger. Et là, il faut maîtriser la méthodologie, il faut convoquer les règles de la conclusion et essayer de l'appliquer. Donc sans cela, je pense que l'élève aura d'énormes difficultés à saisir, à appréhender ce qu'on appelle un sujet.
Donc un sujet, il faut faire un marquage à la culotte, il faut prendre une distance, il faut l'analyser, il ne faut pas le lâcher. Parce que si vous ne terrassez pas le sujet va vous terrasser. Et il faut tout faire pour comprendre le sujet afin de pouvoir ce qu'on appelle user de la méthodologie, de sa culture, de son expression pour parvenir à ses fins. Et la plupart des élèves ne maîtrisent pas la méthodologie. C'est pourquoi ils ne peuvent pas faire une bonne dissertation, un bon commentaire. Je rappelle à mes élèves le plus souvent que la dissertation et le commentaire sont les deux leçons à maîtriser par cœur. Parce que le jour où vous aurez des difficultés, vous ne ferez que convoquer la définition et l'appliquer. C'est comme en mathématiques. Posons delta égale B au carré moins 4AC. Vous appliquez. Vous commencez votre développement, vous posez la question qu'est-ce que développer en dissertation, qu'est-ce que développer en commentaire, vous convoquez la règle, vous l'appliquez. Le travail doit être professionnel. Rien ne doit être improvisé, tout doit être préparé le jour du bac, on ne ferait qu'appliquer ce qu'on a appris. Donc voilà ce qu'il en était du point de vue du commentaire. Je vous remercie de votre attention. Alors, chers élèves, comme on l'avait dit, le programme il est très vaste et tout ce qu'on a à dire est beaucoup. Alors, c'est pour cela qu'on est obligé de procéder par choix. On a terminé l'axe de définition, la méthodologie. Je souhaiterais tout simplement vous dire ce qu'il faut retenir sur l'axe de nécessité, sur la liberté, sur l'état, de façon ramassée et qui ne va pas prendre normalement plus de 30 minutes. Mais avant ça, je vais passer la parole à... Ok, merci vraiment, cher conférencier. Je tenais d'abord à passer la parole à notre grand frère, qui est un maire dans la commune de la Côte, M. Dahabale, qui est un partenaire du MESEF, qui nous a toujours soutenus et toujours appris et accompagnés dans nos différentes activités. Donc il est pris par le temps, il a des activités à mener. Je voulais lui passer la parole pour qu'il puisse participer aussi à sa manière. Assalamu alaikum. Merci chers élèves, chers membres de MESEF et chers conférenciers. Nous avons la joie vraiment d'entendre tout ce qui a été dit durant toute la conférence, qui parle des choses très importantes qui vont de la renouvellement ou de l'engagement des étudiants ou des élèves qui sont en phase d'examen. Et je n'ai pas beaucoup de mots à dire, c'est juste pour apporter mon soutien et ma joie de cette conférence qu'on a eu à organiser ici par le MESEF qui se trouve dans la commune de Dioula-Kolon, particulièrement dans le secteur de Faraba, là où nous tous nous habitons ensemble. C'est cet engagement que j'ai vu aux côtés du MESEF que nous sommes venus les accompagner pour au moins se renouveler leur engagement vis-à-vis de la jeunesse de la commune de Dioula-Kolon. Donc vraiment, nous sommes vraiment satisfaits et nous sommes contents de vous voir organiser une telle rencontre avec des professeurs qui expliquent le contenu d'un examen pour la réussite des élèves de la région de Kolda. Donc en vous souhaitant bonne réussite pour les élèves et merci pour les professeurs. Vraiment, nous vous souhaitons bonne continuation et on vous encourage. Nous serons toujours à côté du MESEF pour les accompagner pour le bon fonctionnement du MESEF au niveau de la commune de Dioula-Kolon et au niveau du secteur de Faraba. Donc merci, bon courage.